À la Libération, le cinéma s'empare de la résistance. La France célèbre ses héros dans les premières productions consacrées à leurs exploits. Des films où les anciens résistants jouent parfois leur propre rôle. Félix Forestier nous a laissé des images exceptionnelles de cette aventure. Les gestes qu'il répète en studio sont des gestes accomplis pendant l'occupation. Les gestes précis d'un caméraman professionnel, opérateur clandestin de la résistance. Félix Forestier a filmé les derniers jours de la guerre. Son parcours se confond avec celui de la Libération. Maquisard du Vercors, Forestier a partagé le quotidien des francs-tireurs, ces combattants clandestins impatients d'incarner le nouveau visage de la France. Fugitif traqué par les Allemands, il a survécu à la plus grande opération militaire organisée contre des résistants français. Témoin de la Libération, il a filmé le retour de la République dans un pays ravagé par la guerre. Ces images retracent la fièvre qui s'empare des Français après le débarquement de Normandie. Un temps d'euphorie et de chaos. Une période d'unité fragile où les rivalités politiques entre les résistants émergent derrière les combats contre l'occupant nazi. Avec la fin de l'occupation, les Français cherchent les héros qui vont les guider dans la paix. Mais qui mérite leur confiance? Qui a résisté à l'occupant? Et comment écrire l'histoire de ces combattants? Les images de Forestier proposent une réponse à ces questions. Mémoire de la résistance dans un pays qui retrouve la démocratie, elle désigne avant tout les futurs maîtres de la France. Écoutez Francis Boudelan, secrétaire général adjoint de la milice française. Nous avons acquis les moyens de résister au hors-la-loi. Qu'ils sachent que nous sommes implacablement résolus à rendre coup pour coup, à frapper non seulement les meurtriers, mais leurs inspirateurs. Déjà, les terroristes ont fait la dure expérience de la valeur de nos troupes. Miliciens, miliciennes, votre chef, Joseph Darnan, vient de prendre des mesures suivies d'actes exemplaires qui ne permettent plus aux bandits camouflés en patriotes de tuer sans risquer leur vie. Hors-la-loi, bandits, terroristes. Les mots sont familiers pour les Français qui écoutent la milice leur parler sur les ondes de Radio Paris. Ils désignent les résistants qui multiplient les attentats dans tout le pays depuis le débarquement des Alliés en Normandie. À la mi-juin 1944, Félix Forestier arrive dans le massif du Vercors avec une caméra 35 mm, quelques bobines de film et une mission. Caméraman de France Actualité, Forestier est aussi un résistant chargé de filmer les maquisards du Vercors. Au printemps 1944, le Comité de libération du cinéma français, qui est un groupement de résistance professionnelle largement composé de sympathisants et de membres du Parti communiste français, va se donner pour mission de filmer les derniers combats de la résistance. En effet, le CLCF prend conscience de l'écart considérable entre les images
tournée par la propagande germano-vichiste, montrant les collaborateurs, le régime de Pétain, et puis de l'autre, la rareté extrême d'images de la résistance, et a fortiori d'images montrant les résistants au combat, les résistants dans leurs actions. Félix Forestier a travaillé dans le monde entier et connaît bien les conditions de tournage qui l'attendent. Il a déjà filmé la guerre d'Espagne du côté des soldats républicains. À l'été 1944, il devient le premier opérateur professionnel à filmer un maquis. Pour couvrir l'ensemble du Vercors, il a recruté 2 assistants, les caméramans Albert Weil et Georges Coutable. Le maquis que découvrent les 3 hommes échappe au contrôle des Allemands depuis plusieurs mois. C'est le plus grand territoire libéré de France. Les francs-tireurs y ont organisé un contre-État et y restaurent un régime disparu depuis 4 ans, la République. Avec ses premières images du maquis, Félix Forestier présente une île en territoire ennemi, où vivent des clandestins venus de toute l'Europe. De jeunes réfractaires français y côtoient des juifs autrichiens, des polonais, des réfugiés politiques italiens, espagnols, tchèques et roumains. Terre de résistance, le Vercors est aussi une terre d'asile. On trouvait sans doute, pour reprendre la fameuse formule d'Aragon, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas, des gens de gauche, de droite, soulèvent donc des profils extrêmement variés, mais vous avez là une explosion des effectifs dans une proportion qui est supérieure à ce qu'envisageait la résistance. Je dirais qu'il y a sur les bras, hein, passez-moi l'expression, des centaines de jeunes qu'elle ne s'attendait pas à devoir encadrer. Quand vous voulez encadrer et tout simplement nourrir, entraîner plusieurs milliers de personnes, il faut une organisation. Et je dirais que l'ampleur de l'organisation au Vercors, qui a été parfois critiquée, pas forcément à juste titre, elle procède aussi de cette masse de gens, sans compter, je dirais, l'administration au jour le jour du plateau et de ses habitants, puisqu'il y a des communes avec des habitants permanents, des hommes, des femmes, des agriculteurs, des instituteurs, des postiers, et tout ça, c'est la résistance qui l'a en charge. Elle a en charge plusieurs milliers de personnes dans une zone libérée qui va fonctionner du 6 juin au 21 juillet. Le Vercors accueille avant tout des Français qui se découvrent après 4 ans d'occupation. Des hommes libres que Forestier filme comme un antidote à la propagande de Vichy. Les jeunes résistants qu'il met en scène sont bien loin des bienfaits du travail en Allemagne et des vertus des chantiers de jeunesse. Prêts à se battre pour libérer le pays, les maquisards sont encadrés par les forces françaises libres. Les hommes du général de Gaulle occupent les postes clés du commandement militaire du maquis. Mais cet encadrement n'efface pas les tensions entre les partisans de Gaulle, les jeunes militants socialistes et les sympathisants de la droite nationaliste qui doivent apprendre à vivre ensemble. Une des particularités du Vercors, c'est qu'il a une double chaîne de commandement, une chaîne de commandement civile avec Eugène Chavant à sa tête, ancien maire de Saint-Martin-d'Air, donc une localité de l'agglomération grenobloise. Chavant et ses amis civils sont plutôt des gens qui sont socialistes ou socialisants, donc qui sont plutôt à l'époque porteurs d'une tradition antimilitariste, voire pacifiste. Et puis on a une deuxième strate de commandement militaire, avec Huette à la tête, dont Geyer fait partie. Et donc, même si l'entente entre Chavant et Huette, qui sont respectivement chefs civils et militaires, est bonne, ça on le sait, quand on descend dans la chaîne de commandement, c'est-à-dire à des niveaux inférieurs, l'entente n'est pas toujours évidente. En tout cas, elle ne va pas de soi. Vous avez des militaires qui sont plutôt de tradition conservatrice et des civils socialisants. Et donc, voir arriver d'autres civils, dont Forestier, venant de Paris qui plus est, bon, on peut comprendre que c'était accueilli avec une certaine réserve et une certaine méfiance au moins initiale. Les officiers conservateurs du maquis suscitent parfois la méfiance. Ils nous imposent une république très chrétienne à la mode de Saint-Louis, déclare un jeune résistant. Pour lui et ses camarades, ces militaires sont des hommes d'un autre temps, des soldats de parade.
Comme le commandant Geyer, qui parcourt le maquis à cheval avec son képi bleu ciel, ses gants beurre frais et sa culotte saumure. Devant la caméra de Forestier, Geyer se met en scène comme un véritable héros de cinéma. Narcisse Geyer, c'est un homme qui a du charisme, c'est un homme qui aussi sait se mettre en scène. On en a beaucoup de témoignages dans son PC au-dessus de Saint-Martin en Vercors. Il invite à prendre le repas sur une table sur laquelle a été mis un drapeau nazi en guise de nappe, ce qui évidemment impressionne. On a dit aussi qu'un drapeau nazi, un autre peut-être, servait de paillasson à l'entrée de son PC. Donc je dirais que c'est un homme qui a un sens du théâtre, un sens de la mise en scène, et qui est aussi très attaché aux traditions militaires. Donc les bottes bien cirées, les gants beurre frais, le chef qui se déplace à cheval. Donc tout ça a d'un côté entraîné un vrai attachement de ceux qui ont servi avec un chef qui, je dirais, savait se mettre en scène, avait sans doute les mots et les gestes qu'il fallait. Et de l'autre côté, des civils et aussi d'autres militaires qui lui ont reproché un goût immodéré pour ces traditions militaires qui ne sont pas forcément toujours de mise au maquis. Vous avez par exemple d'autres officiers qui, dans des rapports confidentiels à l'époque, parlent de ces officiers venus de Lyon qui jouent au cow-boy au Vercors. Et évidemment, jouer au cow-boy, les chevaux, c'est Geyer qui est visé. Et clairement, Geyer aura des rapports assez difficiles, pour employer une expression euphémisée, avec le chef civil, le socialiste Eugène Chavant. Fin juin 1944, Félix Forestier filme de nouveaux combattants. Des experts de la guérilla. Le commando Justine vient d'être parachuté dans le Vercors. Justine. Le nom de code désigne 15 Américains venus instruire les francs-tireurs et participer à leur raid contre les Allemands. Depuis le débarquement en Normandie, les alliés anglo-saxons soutiennent le harcèlement des troupes de la Wehrmacht dans tout le pays. Le massif du Vercors est au cœur de la zone d'action confiée aux commandos américains. Comme les jeunes résistants, Félix Forestier est impressionné par les armes qu'ils apportent aux maquisards. Mais les Américains ne sont pas seuls à aider les résistants. La caméra de Forestier s'attarde aussi sur des vétérans de l'armée française. Des Africains, soldats des troupes coloniales qui étaient détenus à Lyon par les Allemands. 53 d'entre eux ont pu s'évader de leur camp de prisonniers grâce à une opération des maquisards. Combattants aguerris, ils assurent la protection rapprochée des chefs du maquis et participent aux opérations contre les Allemands. Ces tirailleurs sénégalais sont donc des soldats de l'armée française, de l'armée de 1940. Et si on les met en scène, je pense qu'il y a deux raisons. D'une part, c'est que les officiers qui dirigent le maquis sont trop heureux d'avoir de vrais soldats, qui savent ce que c'est que la discipline militaire, qui ont une certaine tenue, qui font d'ailleurs des piquets d'honneur devant les postes de commandement des différents officiers qui commandent le Vercors. Et d'un autre côté, le tirailleur sénégalais était aussi, je dirais, une image familière de l'armée coloniale française depuis la Première Guerre mondiale au moins. Et par conséquent, faire défiler des Sénégalais, c'est montrer que l'armée française telle que l'on l'a connue, la grande armée française victorieuse de 1918, défaite malencontreusement en 1940, elle renaît de ses cendres, et elle renaît de ses cendres avec ses cuirassiers, ses chasseurs alpins et ses tirailleurs sénégalais. Mosaïque de générations, de culture et de convictions politiques, la population du maquis reste soudée par ses combats et par ses peurs. Elle redoute les collaborateurs qui peuvent s'infiltrer dans ses camps. Miliciens et notables proches du régime de Vichy sont incarcérés dans l'un des hameaux contrôlés par le maquis. Les habitants de la région ont trouvé un surnom pour ces collaborateurs aux mains des résistants: les vercorisés. Perdues, abîmées ou délibérément détruites par les résistants, les images de Forestier sur ces prisonniers ne parviendront jamais à Paris. Bien qu'il soit admis par le commandement militaire du maquis, le caméraman reste un inconnu pour la plupart des maquisards. Il doit les approcher avec retenue. Les résistants acceptent les risques de leur engagement, mais ce sont leurs proches qui seront en danger si ces images tombent entre les mains des Allemands ou de la milice.
vous avez des mesures de sécurité qui sont prises comme dans toute zone libérée, encerclée par l'ennemi. Donc il y a des checkpoints. On a en principe un courrier qui est filtré, qui est ouvert. Donc le courrier qui sort du Vercors comme le courrier qui entre est filtré. Les visiteurs extérieurs sont filtrés. Le jeune Marc Ferraud, qui est aujourd'hui connu comme historien, quand il monte, il l'a plusieurs fois raconté, il est pris comme une sorte d'espion allemand, de mouchard, et on menace de le fusiller. Et puis c'est seulement parce que quand il parvient à donner la preuve de sa bonne foi qu'on va l'emmener au PC et lui trouver une affectation. Donc il y a à la fois une espèce de bonne conscience ou d'euphorie qui règne, accompagnée de mesures de sécurité qui se justifient par ailleurs, et d'une espionnite. À l'été 1944, les raids contre les troupes allemandes se multiplient. Ils sont rapides et violents. Forestier ne peut pas y assister. Ces opérations se déroulent souvent de nuit, elles sont tenues secrètes et les moyens de transport sont réservés aux combattants qui y participent. Pour évoquer ces attaques, le caméraman et ses 2 assistants décident de mettre en scène des reconstitutions. Les soldats américains et les maquisards y jouent leur propre rôle, comme un pied de nez aux occupants qui les traquent à quelques kilomètres à peine de leur lieu de tournage. Ces militaires sont des soldats aguerris qui ont l'habitude des combats, de la guerre, et ce sont plutôt de bons acteurs, ce qui n'est pas toujours le cas des jeunes maquisards auxquels Forestier demande également de mimer des scènes de combat. Ils doivent se référer à une espèce d'imaginaire de ce qu'est la guerre et donc composent, sans grande direction de la part de Félix Forestier, des petites scénettes à la fois émouvantes, naïves, parfois involontairement drôles, mais avec le temps, elles nous touchent infiniment, notamment parce qu'une partie de ces maquisards qui jouent à la guerre, qui miment la mort devant la caméra de Félix Forestier, vont mourir dans les combats de juillet après l'attaque du plateau par les Allemands. Et de ce point de vue-là, ces images sont en quelque sorte aussi des images testament. Le 21 juillet 1944, l'opération Bettina est lancée par la Wehrmacht. Après une semaine de combat, 10 000 soldats allemands s'emparent des camps du Vercors et traquent les résistants sur tout le plateau. Leur répression est brutale. Elle oblige Félix Forestier à fuir dans la montagne avec une poignée de survivants. Caché dans une forêt difficile d'accès, il y filme sa survie et celle de ses camarades affamés. Une période d'attente et d'angoisse où le caméraman capte les visages des maquisards en sursis. Des visages où l'optimisme a laissé place à la peur. Pour Félix Forestier, ces images sont peut-être les dernières de sa mission. Il laisse son assistant Albert Weil le filmer. Sur le cahier de tournage, 2 lignes résument leur calvaire. Weil note « Plan de Félix chargeant sa stène et mangeant de l'herbe ». Mais les résistants échappent aux Allemands et quittent leur refuge 2 semaines plus tard. Épuisé et traumatisé, Félix Forestier retrouve un pays en insurrection. Les Alliés viennent de débarquer en Provence. Fin août 1944, les unités américaines se déploient dans le sud-est de la France.
L'avant-garde de la 7e armée filme sa progression avec les équipes de tournage du Signal Corps. Une progression fulgurante. Une semaine après le débarquement de Provence, les Américains atteignent Grenoble. Leurs caméramans répondent aux exigences de l'état-major américain. Ils s'attardent sur l'accueil enthousiaste des Français. Ils filment aussi les GIs comme des libérateurs, même si la ville est déjà aux mains des résistants. Félix Forestier filme, lui, des scènes différentes. Il saisit le désordre des émotions dans la ville abandonnée par la Wehrmacht. Des émotions qui hésitent entre l'euphorie et la crainte face aux colonnes de prisonniers allemands, ces soldats réputés invincibles qui défilent pour la première fois en vaincus. Toute la région est dans le chaos, comme suspendue entre l'occupation et la libération. Les Allemands ne la contrôlent plus, mais le gouvernement provisoire de la République n'y est pas encore installé. C'est le temps des rumeurs et des règlements de compte. Une période partagée entre l'espoir et la terreur. Devant le spectre de la guerre civile, le pouvoir local et les francs-tireurs maintiennent un ordre précaire. Les résistants sont devenus les juges de ceux qui les traquaient quelques jours plus tôt. Rhône, Isère, Drôme, l'épuration a lieu dans toutes les régions libérées et elle s'exhibe. Les châtiments et les exécutions publiques des collaborateurs sont organisés pour marquer les esprits et conjurer 4 ans d'occupation, de misère et de répression. Au lendemain des massacres du Vercors, Forestier n'éprouve aucun scrupule à filmer chaque détail de leur mise en scène, comme à Voiron, le 25 août 1944. Milicienne, femme à Allemands tondue sur la place de l'église de Voiron. La note de Forestier décrit la séquence qu'il filme ce jour-là. Un résumé laconique pour une mise en scène brutale. Cette mise en scène est une manière de dire à la population, regardez, nous sommes votre bras armé, votre bras tondeur, nous n'allons pas attendre pour épurer la société française, nous commençons dès maintenant avec vous, hein, mais dans un cadre que nous avons défini. Tout ça est organisé, c'est une manière aussi de démontrer le pouvoir de ces nouvelles autorités, mais le pouvoir pour aussi faire ce qu'il est attendu d'eux, ou faire ce qui a été demandé, c'est-à-dire en gros punir les traîtres, qui est une urgence du moment. C'est vrai qu'à Voiron, il y a une particularité qui est que la manière dont ça a été filmé, on sent une volonté de filmer la totalité de l'événement. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des images volées. Mais l'image volée, ou voilà, bougée, qu'on peut trouver ailleurs, ne doit pas nous faire croire que chaque fois c'était justement spontané, que quelqu'un s'est trouvé un peu par hasard avec une caméra. C'est un châtiment annoncé très clairement, annoncé depuis des mois. C'est-à-dire qu'avant la libération, on sait que le jour venu, celles et ceux qui ont collaboré devront en découdre, devront rendre des comptes. Et parmi les châtiments envisagés, la tonte est annoncée également. C'est-à-dire que les femmes qui sont tondues, très souvent, savaient qu'elles allaient l'être. Et savaient parfois même par qui. Il y a une évidence de cette violence, de ce châtiment, et du fait qu'il est légitime de l'appliquer aux femmes que l'on considère comme des traîtresses, qui ne pose, mais pendant quelques jours, aucun problème.
les images de Forestier sont muettes. Pourtant, l'écho des insultes et des rires adressés aux collaboratrices flotte sur chaque plan de sa séquence. Des cris pour exprimer les sentiments qui étourdissent les Français à l'été 1944, la joie et la colère. Dans le châtiment réservé aux collaboratrices de Voiron, rendre pur est un acte sacré au service de la République. Félix Forestier le filme comme une véritable cérémonie. La particularité de Voiron, c'est que les cheveux ne sont pas simplement tondus ou coupés, c'est que on les met au centre, on les fait agenouiller au centre de ses cheveux et on les brûle. C'est-à-dire que l'image là de la sorcière, du bûcher, est évidente. Évidemment, la purification, là, elle prend une dimension sacrée du point de vue symbolique, mais elle est présente dans le mot épuration, puisqu'il s'agit bien de rendre pure la société française, de revenir à une pureté qui a été ou aurait été souillée par les années d'occupation. Ces femmes ont collaboré d'une certaine manière comme les hommes. Mais on les punit, j'allais dire comme des femmes, c'est-à-dire qu'on les punit sur leur corps et différemment des hommes, en leur donnant un châtiment supplémentaire. Parce qu'on considère finalement un peu comme si une femme ne pouvait avoir d'engagement, pas par réflexion, pas par choix idéologique, mais finalement par une sorte, comme si elles étaient dictées par leur corps, par passion amoureuse pour un soldat allemand, par suivisme vis-à-vis de leur mari, par insouciance, par appât du gain, bref, pour toutes sortes de raisons, mais on leur dénie finalement la possibilité d'un choix politique en faveur de la collaboration ou de l'Allemagne nazie. Et surtout, on reprend le contrôle sur leur corps. Tandis que Félix Forestier filme l'épuration à Grenoble, son assistant Albert Weil accompagne un groupe de résistants dans la Drôme. Ces hommes sont des rescapés du Vercors. Leur chef, Narcisse Geyer, a un nouvel objectif, Romans-sur-Isère. Libérer la ville avant les Américains est pour lui une question d'honneur. Mais c'est surtout une revanche, après la destruction du maquis et les massacres qui l'ont suivi. Encerclée, la garnison allemande qui occupe la ville résiste quelques heures avant de se rendre aux francs-tireurs. Au soir du 22 août 1944, près de 150 soldats de la Wehrmacht capturés par les hommes de Narcisse Geyer traversent Romans-sur-Isère. La colonne de prisonniers que filme Albert Weil est un véritable trophée pour les maquisards. Elle efface l'humiliation du Vercors et elle annonce ce que la population attend depuis plusieurs semaines. Romans vient d'être libéré. Le bonheur de cette libération ne dure pas longtemps. Les unités allemandes qui couvrent le repli de leurs soldats reprennent la ville 5 jours après l'arrivée des maquisards. Comme ses camarades résistants, Albert Weil doit quitter Romans pour éviter des représailles. Mais les Allemands ne les commettront pas. D'abord parce que les soldats allemands prisonniers ont été traités convenablement, et aussi sans doute parce que le commandant de l'unité allemande qui reprend Romans, la 11e Panzer, dirait c'est pas une unité SS, c'est une unité régulière de la Wehrmacht. Ils sont pas là pour rester, puisque leur but c'est de dégager la route le plus vite possible pour que la voie de la retraite au gros de l'armée allemande soit ouverte. Donc je dirais qu'ils ne vont pas s'embarrasser et perdre du temps à organiser des représailles. Donc il n'y a pas de représailles allemandes à Romans. Les Allemands doivent abandonner la ville 1 semaine après l'avoir reprise aux maquisards. Les Alliés s'approchent de leur position et foncent en direction de leur nouvel objectif, Lyon. Félix Forestier s'y trouve déjà. Avec son nouveau stock de pellicules,
le caméraman parcourt la ville qui vient de basculer aux mains des FFI, les forces françaises de l'intérieur. À peine libérée, la capitale de la résistance célèbre ses héros. Félix Forestier les filme pour son nouvel employeur, France Libre Actualité. Dans les sujets que France Libre Actualité consacre à la libération de Lyon, un seul emblème domine la ville en pleine effervescence, la Croix de Lorraine. Ce choix ne laisse aucune ambiguïté sur l'objectif du gouvernement provisoire de la République. Comme dans le reste des territoires libérés, il faut montrer Lyon uni sous l'égide d'un seul homme, le général de Gaulle. Devant la menace du contrôle des actualités françaises par les Américains, il doit reprendre en main le contenu des programmes consacrés à la libération. Mais les Américains ne sont pas les seuls à vouloir écrire le récit de la guerre. Le général de Gaulle va donc accorder sa préférence à une équipe française, tout en sachant que cette équipe est très largement composée de sympathisants et de membres du Parti communiste. Et en contrepartie de cette préférence nationale donnée à l'équipe de France Libre Actualité, de Gaulle, mais aussi son ministre de l'Information, vont s'attacher progressivement à reprendre en main cette équipe et à contrôler le contenu de ces journaux. Donc on se trouve dans une période un peu intermédiaire au moment de la libération où les cadres, les opérateurs, les équipes de France Libre Actualité sont en partie des proches du Parti communiste français et dans le même temps, l'encadrement, le contrôle est assuré par le pouvoir gaulliste et par le ministère de l'Information. Et c'est donc un jeu parfois de dupes qui se joue entre le choix des images, le contrôle des commentaires, qui laisse place à différents types d'interprétations de ces journaux et qui donne lieu à une première phase de réécriture de l'histoire dans ce moment d'entre-deux entre la libération et la fin de la guerre, où là le journal devient très clairement le porte-parole du gouvernement. Les rushs de Félix Forestier n'échappent pas au contrôle des producteurs de France Libre Actualité. Les cérémonies de commémoration et les reconstitutions de combats qu'il a tournés dans la région de Lyon sont amputées de tous les signes associés à la résistance communiste, comme les brassards des combattants francs-tireurs et partisans, les FTP. Sur les écrans libérés, l'armée du général de Gaulle incarne désormais la victoire, l'ordre et l'unité du pays. Les images de ces militaires inondent les actualités et occultent peu à peu celles des résistants. Communistes, socialistes ou conservateurs de droite, les hommes de la résistance intérieure doivent désormais s'effacer devant les chefs de la nouvelle armée. Et les symboles de leurs opinions politiques disparaissent peu à peu des actualités. Les militaires tentent d'imposer l'image d'une armée nouvelle, totalement unifiée sous le contrôle de ses chefs militaires, Delattre, Montsabert, du chef politique qui est le général de Gaulle, et d'accompagner par l'image cette idée d'une armée nouvelle dans laquelle les FFI doivent rentrer dans le rang. Si l'on regarde à présent les images tournées par Forestier, il y a une vision un peu plus proche de l'insurrection nationale, d'une vision plus populaire de la libération des villes françaises. Et Forestier va chercher
sur ces uniformes le signe de l'identité de ces maquisards qui ne sont plus de ce fait assimilés aux soldats de la nouvelle armée française, mais qui portent encore la marque de cette armée de la résistance. Tandis que les images lyonnaises de Forestier sont triées pour les actualités, celles qu'il a filmées dans le Vercors, elles, sont visionnées par un réalisateur que le caméraman rencontre à Paris. Jean-Paul Le Chanois prépare un film historique sur la résistance et les images du maquis peuvent l'aider à bâtir son récit. Avec la fin de l'occupation, les pages blanches du grand livre sur la guerre sont prêtes à être écrites. Qui sont les résistants? Comment ces clandestins se sont-ils battus contre les Allemands et leurs collaborateurs français? À quel groupe politique appartenaient-ils? Dès l'automne 1944, Actualité et Films historiques répondent à ces interrogations. Ils écrivent la geste dédiée aux combattants de l'ombre. Leurs réponses sont cruciales pour la cohésion d'un pays qui doit choisir ses nouveaux responsables politiques. Avoir résisté pendant l'occupation, c'est se montrer digne de participer au gouvernement de la République restaurée. C'est une exigence pour prétendre inspirer le futur de la France. Le pays est libéré, mais l'histoire de la résistance dont s'empare le cinéma oppose désormais les communistes aux partisans du général de Gaulle. Le réalisateur Jean-Paul Le Chanois n'échappe pas à cette rivalité. Son film, consacré au maquis du Vercors, est produit par le CLCF, le Comité de libération du cinéma français. Comme la majorité de ses membres, Le Chanois est un militant communiste qui participe activement à la propagande de son parti. À la fin des années 20 et au début des années 30, Jean-Paul Le Chanois est un petit peu l'homme à tout faire du cinéma français. Il est d'abord critique, animateur de ciné-club. Il va notamment, à cette occasion, introduire en France les films soviétiques d'Eisenstein, Dovzhenko. Il est encore assistant réalisateur, notamment pour Maurice Tourneur et Jean Renoir, sur le tournage par exemple de La Marseillaise. Il est enfin assistant dialoguiste et participe au groupe Octobre fondé par les frères Prévert. Jean-Paul Le Chanois et Félix Forestier sont unis par leur engagement politique. Le caméraman est lui-même un sympathisant communiste qui adhère à la propagande du parti. D'abord limité au maquis du Vercors, le film où il collabore devient un projet ambitieux. C'est désormais l'histoire de la résistance française dans l'Europe en guerre que le réalisateur a choisi d'évoquer. Un récit qui doit exalter le souvenir des francs-tireurs communistes. Mais le scénario de Le Chanois se heurte à un obstacle majeur. Comment montrer la lutte des résistants? Aucun caméraman n'a filmé les opérations de ces combattants clandestins. Pour pallier cette absence, Le Chanois et ses producteurs comptent beaucoup sur les images que Forestier a tournées dans le Vercors. Ils sont rapidement déçus. Les images de cérémonies militaires et de messes du maquis filmées par le caméraman sont inconciliables avec l'imagerie populaire de la résistance communiste. Dans l'impasse, Jean-Paul Le Chanois choisit de reconstituer les séquences qui manquent à son scénario. Des mises en scène où Félix Forestier ne joue pas seulement son propre rôle. Il conseille aussi le réalisateur et passe derrière la caméra pour tourner les nouvelles reconstitutions du film. Pour compléter l'histoire des maquis, les deux hommes décident de restituer le quotidien des résistants à Paris. Tournant en studio et en décor naturel, ils recréent l'atmosphère de la capitale sous l'occupation.
ces mises en scène vont fabriquer l'image de la résistance urbaine pour le film de Jean-Paul Le Chanois. Coupées et remontées, elles seront aussi exploitées dans de nombreux documentaires consacrés à la lutte clandestine des Français. Comme si les résistants avaient filmé leurs attentats. Comme si les nazis et les collaborateurs avaient filmé leur répression. Malgré ces efforts, les reconstitutions filmées par Forestier restent de la fiction. Sous la direction de Jean-Paul Le Chanois, elles sont influencées par le cinéma et la politique. Dans ces scènes de reconstitution, Le Chanois va tenter de fixer un imaginaire de la résistance qui est très largement influencé par sa filiation avec le cinéma russe, soviétique, dont Le Chanois est un grand admirateur. On en trouve un exemple dans une scène montrant une patrouille allemande qui descend les marches du Sacré-Cœur et va réutiliser de manière assez explicite les cadrages et la mise en scène d'Eisenstein sur les marches d'Odessa, dans la scène fameuse du film Le cuirassé Potemkin. Jean-Paul Le Chanois commence le montage de son film à l'hiver 1945. Ses versions successives s'intitulent Vercors, puis Wolfram, le nom de code du maquis. Le réalisateur et ses producteurs s'accordent finalement sur son titre définitif, Au cœur de l'orage. Loin de rassembler les Français autour de leur passé, Au cœur de l'orage suscite la controverse et provoque la colère de ses premiers spectateurs. Les anciens maquisards du Vercors sont choqués par son scénario. Dans le film qu'ils découvrent, les héros du maquis sont des résistants communistes et leur combat répond au sacrifice des troupes soviétiques sur le front de l'Est. Un froid épouvantable qui foudroyait le corbeau en plein vol, nos armées enveloppent l'ennemi. Regardez nos combattants se rejoindre et fermer définitivement la poche. Le représentant des anciens du Vercors, Henri Ullmann, est furieux. Il refuse de voir le maquis associé à la propagande communiste de Le Chanois et menace de faire interdire la diffusion du film. Au-delà d'une querelle politique, l'opposition entre Ullmann et Le Chanois devient une affaire personnelle. Estimant que le film trahit la mémoire du Vercors, Henri Ullmann interpelle Le Chanois sur son passé ambigu pendant l'occupation. Pendant des mois, vous avez touché de l'argent allemand à la Continentale, et cette même main du diable touche à un film sur la résistance. Formidable d'avoir avec votre très frappante personnalité pu tromper les Allemands, monsieur, dit Le Chanois. Toutes mes félicitations. Quand Henri Ullmann évoque Monsieur dit Le Chanois, c'est une allusion au fait que Jean-Paul Le Chanois a changé de nom au début de l'occupation. Il s'appelait Jean-Paul Dreyfus. Il va obtenir une attestation de non-appartenance à la race juive au nom de Jean-Paul Le Chanois. La lettre d'Ullmann contient une autre allusion perfide à La main du diable. La main du diable, c'est le titre d'un film de Maurice Tourneur que Le Chanois a scénarisé pour le compte de la société de production allemande Continental. Et au moment de la libération, Jean-Paul Le Chanois se trouve face à un héritage ambivalent. Il est à la fois, par sa trajectoire, un résistant précoce. Il a fondé le réseau des syndicats dès 1940. Et dans le même temps, il a cette tâche sur son parcours professionnel qui
vient de ce qu'il a travaillé pour une société de production allemande, pour la Continentale. L'hostilité d'Henri Ullmann envers Jean-Paul Le Chanois ralentit la production du film. 5 versions de montage sont nécessaires pour que les anciens combattants et le réalisateur parviennent à un compromis. Mais la géographie de la résistance communiste y est à peine modérée. Au cœur de l'orage reste un film militant condamné à diviser son public. Si la réputation de Le Chanois souffre de ses opinions politiques et de son passé trouble pendant l'occupation, Félix Forestier est devenu le caméraman de la résistance. Ses images du Vercors lui assurent le respect de ses collègues cinéastes. Pendant l'hiver 1945, il n'hésite pas à suivre les troupes françaises qui libèrent l'Alsace et s'engagent en Allemagne. À son prestige d'opérateur clandestin, il ajoute celui de caméraman dans l'armée de libération. Dès le retour de Forestier à Paris, les producteurs des actualités françaises lui demandent de filmer un événement que toute la population attend avec impatience. Le procès du maréchal Pétain. C'est un hommage pour le caméraman et une véritable revanche pour l'ancien résistant. Il peut enfin saisir les plus hauts responsables de la collaboration dans leur nouveau rôle, celui d'accusé. Ces images sont vues par des millions de Français dès l'été 1945, mais celles qu'il a tournées dans le Vercors n'apparaissent sur les écrans que 3 ans plus tard. Jean-Paul Le Chanois présente son film devant le public de la salle Pleyel à l'hiver 1948. Une première à laquelle assistent le président Vincent Auriol et son ministre des Anciens Combattants, François Mitterrand. Le réalisateur est arrivé au bout d'un marathon. Au cœur de l'orage a demandé 3 ans de production. 3 ans où il a dû écrire et réécrire son scénario, corriger et recorriger son montage, défendre ses choix de mise en scène, obéir au Parti communiste et résister aux menaces de ses détracteurs. 3 ans pendant lesquels l'histoire de la résistance, symbole de consensus national, s'est muée en instrument de propagande. Les images que Félix Forestier a tournées dans le maquis suivent le même destin. Après avoir uni les Français autour des héros du Vercors, elles sont au cœur du combat qui oppose les gaullistes aux communistes. Ennemis politiques, ils s'affrontent désormais sur un nouveau champ de bataille, la mémoire. Au moment où sort le film de Jean-Paul Le Chanois, la presse communiste va tirer parti de ce film pour lui faire dire que les maquisards du Vercors ont été volontairement piégés par De Gaulle et les Anglo-Américains. On est passé à la thèse du complot fomenté par le général de Gaulle, par haine du peuple et par haine des communistes. Ce que Le Chanois, évidemment, s'est bien gardé de dire dans son film, mais que la presse communiste lui fait dire. La campagne de presse des communistes contre De Gaulle suscite peu d'écho dans l'opinion. 4 ans après le tournage de Félix Forestier dans le maquis du Vercors, l'épopée des résistants n'intéresse plus les Français. Dans un pays convalescent, qui peut enfin songer à son futur, les héros du maquis appartiennent au passé. Au cœur de l'orage est un échec. Cinéma, presse et radio se consacrent désormais à la place de la France dans un monde bouleversé. Un monde où les anciens alliés exhibent leurs forces et s'observent avec méfiance. Le film Au cœur de l'orage disparaît des écrans. Alors que les bobines de Félix Forestier sont stockées dans un entrepôt, le public, lui, a les yeux tournés vers l'est de l'Europe. La guerre froide vient de commencer.